Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence intitulée « Offrez-vous une double compétence technologique et managériale ». Je suis Cécile Francard, je suis la directrice de Ionis STM, qui est une école spécialisée dans la double compétence, je vous en parlerai tout à l'heure. L'idée de cette conférence d'une trentaine de minutes, c'est d'interagir ensemble sur l'intérêt de la double compétence, en quoi c'est une valeur ajoutée pour votre parcours, pour votre insertion professionnelle, comment sont montés les programmes, vers quels objectifs métiers. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai préparées, mais qui ne seront pas forcément détaillées pendant cette conférence, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas, il y aura un petit replay, je pense, disponible sur le salon de l'étudiant pour vous permettre de revoir en détail toutes les informations que je vais vous donner. Si vous souhaitez également, je vous le redirai après, donc interagir avec notre service admission, n'oubliez pas, voilà, nous sommes sur le salon, sur le stand qui s'intitule Ionis STM, puisque c'est notre école. Voilà. Donc, pour la... Alors, attendez, hop, je voulais juste passer une petite slide pour vous montrer la suite, mais a priori, on reste sur la diapositive de couverture. Non, voilà, c'est bon. Donc, Ionis STM rapidement, parce que ce n'est pas forcément uniquement l'objectif de cette conférence, je vous la présente. Donc, c'est une école qui est spécialisée dans la double compétence. Ça fait 18 ans qu'on existe et qu'on travaille sur ce secteur-là. On prend des étudiants qui ont déjà une formation initiale Bac+2 et on les mène vers un Bac+5 avec 18 spécialisations en différentes filières que je vous présenterai après, des filières où la double compétence est importante, des filières technologiques. Nous faisons appel à 150 intervenants externes pour mettre en place notre programme de formation et on a à peu près 2000 anciens. Voilà, on fait partie, comme notre nom l'indique, du groupe Ionis, Ionis Education Group, qui est le premier groupe d'enseignement supérieur français, qui comprend 26 écoles sur 60 sites, pratiquement 30 000 étudiants. Et le groupe Ionis a la particularité d'avoir un pôle école d'ingénieurs et un pôle école de commerce, en France et à l'international. Le fait d'avoir ces deux pôles nous positionne en fait justement au milieu, transversalement, sur les écoles business et les écoles ingénieurs, puisque déjà la double compétence a cet intérêt de n'être ni une compétence d'ingénierie, ni une compétence managériale, mais plutôt un groupement des deux. Alors, nos cas de filière rapidement, puisque c'est aussi ce vers quoi nous pouvons positionner nos étudiants. Et dans ces filières, la double compétence est importante. Donc, il y a la filière digitale, la filière informatique, la filière biotechnologie et la filière énergie. À chacune de ces compétences technologiques s'ajoute une compétence managériale, dont on parlera après, une compétence de gestion de projet, pour mener à des postes qu'on appelle globalement de chef de projet, mais qui ont plein d'autres intitulés, puisque chef de projet, c'est finalement un statut, et après, ça peut se découler en plusieurs types de métiers. Alors, pourquoi la double compétence? Là, je vous présente une partie de ce qu'on peut constater chez nos candidats, qui sont en fait en réflexion sur leur poursuite d'études. Souvent, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils ont choisi une formation initiale par intérêt en général pour la discipline, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers de la biologie, de la chimie, des mathématiques, des sciences pour l'ingénieur en général, et ils se disent, bon, est-ce que j'ai envie d'aller au bout de ce cursus technologique ou au bout de ce cursus sciences humaines et sociales, littéraires, etc. J'ai pas listé, mais globalement, on prend beaucoup de profils divers qui ont une formation initiale assez spécifique, et ces personnes-là se disent, bon, est-ce que je veux continuer sur cette expertise technique ou littéraire, et vers quoi je pourrais aller pour évoluer, pour pas forcément faire un master universitaire, voire un doctorat, où est-ce que je pourrais me réorienter pour finalement rajouter une compétence complémentaire et finalement accéder à des métiers en entreprise qui sont un peu différents de ceux qu'ils visaient au départ. L'idée, c'est donc de valoriser sa formation initiale assez spécifique pour aller vers des métiers un peu plus transverses, avec plus de responsabilités souvent, puisque nous, on travaille beaucoup avec des universitaires qui parfois ont besoin d'une compétence complémentaire pour aller en entreprise parce qu'ils sont soit trop spécialisés, soit pas axés suffisamment métier, et ils ont besoin d'avoir cette compétence
autres pour accéder à des postes à responsabilité en entreprise. Voilà, donc ils vont vers une formation spécialisée, donc on peut faire dès le bac+2, mais qu'on peut faire également jusqu'à post-doctorat. Alors, vous voyez sur le côté de la même diapositive les écoles que je n'ai pas mis exactement dans le même parcours que les licences. Pourquoi? Parce que les écoles, c'est vrai, ont un parcours déjà assez spécialisé, assez métier, avec un réseau d'entreprises avec lesquelles elles travaillent, avec des stages, ce qui permet quand même aux étudiants déjà d'avoir une meilleure idée des métiers potentiels en sortie. Voilà. N'hésitez pas à poser si vous avez des questions et si vous voulez parler vraiment de votre parcours. Il y a justement des systèmes, je crois, d'interaction par chat. Et j'ai Julie Doré qui fait partie de mon équipe juste à côté de moi qui va me souffler les questions, me retranscrire à l'oral les questions. Alors, pourquoi la double compétence? Parce que ce qu'on peut constater chez les étudiants que l'on prend en admission parallèle, c'est pas nouveau, je vous dis, ça fait 18 ans qu'on existe et c'est le même constat, ça n'a pas tellement évolué, c'est que les compétences aussi importantes soient-elles et aussi spécifiques et aussi qualifiées soient-elles, ne sont malheureusement parfois pas suffisantes pour se démarquer sur le marché du travail parce qu'il y a beaucoup de diplômés, il y a beaucoup de formations. Et du coup, pour arriver à accélérer un peu sa carrière ou à s'intégrer sur des métiers à responsabilité plus rapidement, il faut rajouter quelque chose. Donc, c'est vrai que les compétences acquises que l'on observe chez nos étudiants, c'est de l'observation, de l'analyse, de la rigueur, de l'exhaustivité, je vous ai mis un petit peu tout, des techniques rédactionnelles qui sont si importantes maintenant, puisque beaucoup de communication se fait en distanciel, encore plus avec le contexte actuel. Donc, même les profils littéraires, sciences humaines et sociales, histoire, géographie, que nous, on prend aussi chez nous, ont des compétences qui sont intéressantes pour l'entreprise, même de prime abord, on se dit, est-ce qu'un master d'histoire a un intérêt en entreprise? Oui, parce qu'il y a des compétences qui sont nécessaires dans de la communication, dans de l'interaction. Je vous en ai listé quelques-unes ici, qui sont importantes pour aller vers ces métiers à responsabilité. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a marqué donc, la double compétence et le pont entre votre formation initiale et l'insertion professionnelle et l'emploi. Voilà. Pour vous démarquer, pour arriver à des postes à responsabilité, pas vous retrouver sur des niveaux de qualification un peu moins importants et donc du coup avec un salaire qui est un peu plus faible. Et du coup, vous pouvez justement évoluer plus vite. Alors, pourquoi cette double compétence? Pourquoi elle existe en réalité? Parce que, on va refaire un peu d'histoire des métiers et d'histoire de la société dans un sens, c'est qu'au départ, on produisait, c'était au début du siècle, c'était du 20e, pas du 21e, c'était l'ère de la production, l'ère des ingénieurs, on produisait, il y avait l'offre et le marché pour absorber finalement la production. Puis il y a eu de plus en plus de structures, de plus en plus d'industries, et il a fallu se démarquer, que les entreprises se démarquent pour vendre leur production industrielle. Et donc, l'ère du management et du business est arrivée, des écoles de commerce, de la communication. Depuis quand même maintenant, on va dire pratiquement 2 décennies, on a quand même une évolution des métiers vers la transversalité, vers le fait qu'on ne peut plus uniquement vendre des produits simplement. Il n'y a pas les écoles de commerce d'un côté avec les commerciaux, les communicants, et les écoles d'ingénieurs avec la partie technique et finalement la production et l'innovation. Il faut avoir finalement une double casquette pour que l'entreprise puisse se démarquer et soit très agile sur son marché, puisse gagner des parts de marché et un peu plus de chiffre d'affaires. Alors, quelques atouts de la double compétence. Il y a beaucoup de mots, mais c'est fait exprès. Je peux faire un nuage de mots, c'est un peu la mode, et du coup, j'ai justement pas voulu le faire. Alors, c'était la mode, ceci dit, du coup, attendez, excusez-moi, juste, ça m'apprendra à laisser mon téléphone allumé, les aléas du direct. Je vais donner mon téléphone. Voilà, tout le monde est tranquille. Donc, la double compétence.
Je vous l'ai dit et redit en début de conférence, l'idée c'est de se donner une valeur ajoutée, de se donner des atouts pour s'intégrer de manière accélérée et qualifiée sur le marché du travail. Donc l'idée c'est de former des profils en adéquation avec les besoins des entreprises, d'être opérationnel, vous voyez je ne sais pas voir si on voit ma souris, d'être opérationnel, d'être transversal, d'acquérir des compétences métiers. Hein, c'est important et pas juste des connaissances théoriques, des compétences métiers. C'est un peu, alors quand on n'a pas trop mis le nez en entreprise, c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux de différencier compétences et connaissances, mais la compétence, c'est le savoir-faire. La connaissance, c'est ce que vous savez. Hein. C'est très différent. Et souvent, quand vous venez d'ailleurs d'un cursus un peu plus théorique, j'en fais partie, hein, puisque j'ai fait un cursus assez longtemps théorique, on apprend beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément la faculté d'être opérationnel en entreprise. Donc, ce qu'on vous apporte, c'est des compétences métiers. Au croisement des disciplines, on verra après le programme, hein, à la fois des disciplines entreprise, gestion de projet, technologique. On parle aussi beaucoup d'ingénieurs, managers en ce moment. Hein, c'est vraiment il y a des articles qui sortent, si vous voulez un peu des articles sur ce terme-là. Nous, on aime bien le terme de chef de projet, qui est un statut qui permet, et je vous en parlerai après, d'être l'architecte en plusieurs services et plusieurs équipes. Je crois qu'il y a une question. Oui, alors nous commençons à avoir quelques questions, notamment une question relative aux expériences précédentes justement. Une question anonyme, peut-on intégrer votre école si on a déjà une expérience significative dans la recherche? Oui, bien sûr. Alors, je vous présenterai après les parcours, mais oui, bien sûr, parce que d'ailleurs, ça fait partie un petit peu de nos, on va dire, nos formations où on a beaucoup d'expertise dans le domaine, c'est-à-dire qu'en fait, on prend pas mal de personnes qui sont issues d'un doctorat ou de la recherche et qui ne trouvent pas de poste à hauteur de leurs responsabilités, ou pas de poste du tout, malheureusement, en tout cas en France, et qui souhaitent du coup évoluer en entreprise, à qui on donne quelques mois de formation orientée gestion de projet, des notions métiers, soit marketing, réglementaire, économie, finance, enfin, je vais pas détailler forcément. Mais oui, bien sûr, ça fait partie des formations qu'on a l'habitude de compléter. Très bien. Alors, une autre question, cette fois-ci relative au partenariat, un sujet qui va être abordé plus largement tout à l'heure. Donc, une question d'Anaël. Puisque Ionis possède des partenariats avec des écoles d'ingénieurs, envisageriez-vous d'établir des partenariats avec des formations d'ingénieurs universitaires? Mais pourquoi pas? Moi, je suis universitaire, hein, je vais vous dire. Donc oui, des partenariats avec des formations d'ingénieurs universitaires, bien sûr. Du coup, d'autant que l'université évolue pas mal hein, ces dernières années. Et je sais la qualité que ces formations peuvent avoir. Oui, des partenariats, parce qu'en effet, bon, peut-être l'université, là où il y aurait du travail à faire en commun et en collaboration, c'est la partie réseau, en effet, de partenaires d'entreprise, adaptation du programme aux besoins du marché. Et c'est vrai que voilà, on pourrait tout à fait collaborer. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. On avancera sur ce sujet qui est un peu spécifique, mais bien sûr, là, en tout cas, en plus, je vous dis, on connaît bien dans l'équipe pédagogique et aussi d'ailleurs dans l'équipe admission, il y a des personnes qui viennent de ces diplômes-là. Voilà. Une dernière question avant de passer à la suite, encore relative aux admissions. Acceptez-vous des étudiants issus d'un DUT génie mécanique et productique, tout à fait, à la 3e année? DUT, oui, DUT, donc niveau Bac plus 2. Génie mécanique, oui. Ce serait probablement des profils qui s'orienteront par intérêt, je pense, soit vers l'énergie, puisque c'est ce qu'on voit le plus, soit éventuellement vers le digital, s'ils souhaitent aller plus vers la partie digital informatique. Tout ça se fait en fait, c'est pour ça que j'hésite un peu, parce que c'est large, se fait avec un bilan de compétences. On regarde ce que la personne a déjà réalisé comme formation initiale, ce qu'il a envie de faire en termes de projet professionnel et comment compléter son parcours pour qu'il puisse accéder justement au projet qu'il souhaite, au métier qu'il souhaite.
C'est bon? Très bien. Mais écoutez, on avance. Donc là, bon, je ne vais pas repasser. Je pense que vous avez compris vraiment l'intérêt, le fait que c'est quelque chose qui se développe beaucoup ces dernières années. D'ailleurs, on a mis un petit taux d'embauche parce que je sais que les chiffres sont toujours assez parlants. Taux d'embauche en sortie de formation, donc par rapport à des masters peut-être un peu plus théoriques, mais qui restent quand même. Voilà. Alors, le métier de chef de projet, le statut de chef de projet, et je vous ai mis une petite diapositive ici pour vous expliquer que c'est un chef d'orchestre, parce qu'il doit jongler finalement entre la direction, plusieurs départements, ce qu'on appelle les acteurs métiers, gérer les interactions avec les prestataires, l'extérieur en général, donc à partir avec l'organisation, avec des personnes individuellement et une équipe, et faire avancer le projet. Tout ça nécessite d'avoir forcément une connaissance de l'entreprise et de voir un peu avec de la méthodologie projet comment on peut faire avancer chaque projet confié dans les délais, avec les budgets alloués, avec les moyens humains aussi qu'on vous donne, savoir dimensionner le projet, savoir évaluer si tel ou tel prestataire est qualifié pour réaliser une partie du projet. Donc, vous avez nécessité, et c'est pour ça que la double compétence est importante, d'être crédible auprès de tous ces acteurs. Et pour être crédible, il faut avoir une connaissance, au moins, une connaissance minimum dans cette méthodologie projet, dans ces interactions avec les services, dans le vocabulaire que vous pouvez employer avec la direction financière, avec la direction de production, avec la direction des systèmes d'information et de l'informatique. Vous devez connaître le vocabulaire sans en être expert. Donc, vous devez avoir cette sensibilisation à l'entreprise et cette méthodologie projet, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la gestion de projet qui peuvent être intuitives, mais il y a quand même de la méthodologie. Il y a quand même des grandes bases que vous devez maîtriser pour pouvoir ne pas perdre de temps et respecter les délais, les budgets et le calendrier. Oui, encore une question, allons-y. Alors, nous avons deux questions. Une première qui est anonyme. Selon vous, quelles sont les principales caractéristiques de vos étudiants et que disent les entreprises des profils de Ionis STM? Alors, les principales caractéristiques de nos étudiants sont l'adaptabilité, c'est souvent ce qui ressort. C'est-à-dire l'adaptabilité et le fait que nos étudiants sont opérationnels, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de les former quand ils arrivent en stage ou en alternance. On n'a pas besoin de les former pendant plusieurs semaines pour qu'ils maîtrisent le contexte entreprise. Évidemment, il y a toujours une petite formation, mais l'idée, c'est qu'ils soient opérationnels rapidement. Donc l'adaptabilité passe aussi par le fait que nos étudiants peuvent gérer plusieurs projets en parallèle. Et on a une pédagogie d'ailleurs qui est axée là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un projet pendant 15 jours et après c'est le projet 1, on fait le projet 2, 15 jours après, etc. On fait en entreprise des projets en parallèle systématiquement et on doit gérer les délais de chaque projet, les contraintes et faire en sorte que tous les projets avancent en parallèle. C'est ce qu'on fait dans notre pédagogie, puisqu'on donne à nos étudiants une vingtaine, voire une trentaine de projets sur certaines années. Les projets peuvent durer une semaine, 3 mois, et ils sont sur des sujets différents avec des équipes différentes. Donc, c'est exactement la même chose en entreprise. Et c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs dans les évaluations que les entreprises nous rendent, c'est cette adaptabilité. Et en général, d'ailleurs, ils nous prennent des stagiaires l'année suivante sans trop de difficultés. Je vous montrerai les partenaires et les entreprises avec lesquelles on travaille juste après. Et alors, une deuxième question, cette fois-ci de Yannick, est relative à la diapositive que vous venez de présenter, Madame Francard, sur le métier de chef de projet. La question est la suivante. J'ai une licence de biologie et je voudrais devenir chef de projet, mais je n'ai jamais suivi de cours de management. Est-ce que je peux être admissible à l'école? Oui, alors si vous avez une licence de biologie, vous êtes exactement dans le profil classique de nos M1 Bio. C'est-à-dire que vous y êtes issu d'une licence universitaire scientifique, avec toutes les qualités que ça présente, puisque une licence de bio, on fait de la biologie cellulaire, moléculaire, etc. Et l'université le fait très bien. Donc vous avez votre cursus scientifique, et nous, on va aller rajouter la brique managériale qui va vous permettre, à terme, d'accéder au poste de chef de projet. Alors, ce que vous avez à faire, vous, c'est de savoir vers quel projet vous souhaitez vous orienter. Est-ce que ce sont des projets plus business,
plus réglementaire, plus production, plus digitaux, parce que aussi les biologistes ont, au même titre que les gens qui sont issus de cursus de lettres ou de sciences humaines ou d'histoire, la possibilité d'intégrer les métiers du digital. Parce que c'est des métiers où on n'a pas besoin de faire des lignes de code et derrière son écran et de maîtriser divers langages de programmation. L'idée, c'est de travailler dans des projets digitaux et d'être à l'interface entre les gens qui font le code et les besoins métiers. On revient aux mêmes compétences métiers dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. C'est bon? Très bien, avançons. Alors, le programme, rapidement, de nos cursus est dédié justement à cette construction de blocs de compétences pour accéder à ces métiers à responsabilité. Donc, vous avez des modules d'entreprise, de gestion, de finance, de marketing communication, de management, d'équipe ou de projet. Des modules professionnels liés à de la communication, parce que même si vous ne voulez pas faire du marketing, la communication en entreprise, rien qu'un chef de projet doit savoir communiquer correctement à ses équipes, remonter correctement les informations à sa direction, faire adhérer son équipe au projet. Donc la communication personnelle et professionnelle est importante. Les méthodes de gestion de projet, vous en parlez tout à l'heure, parce que évidemment, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Dans la gestion de projet, il y a de l'intuitif, mais il y a aussi de la méthodologie. Et puis bon, l'anglais, parce que c'est devenu une compétence au même titre que les techniques rédactionnelles, qui sont indispensables. Raison pour laquelle nous prenons également des personnes qui sont issues de cursus de langue, pour l'intérêt qu'ils peuvent présenter, langues étrangères, pardon, pour l'intérêt qu'ils peuvent présenter justement dans cette interaction et cette communication. Et puis dernière brique, les modules technologiques qui sont là dédiés aux filières, aux 4 filières que l'on propose en double compétence dans nos parcours de formation, donc digital, énergie, informatique et biotechnologie. L'idée étant toujours de rendre le parcours transversal. Comme je vous l'ai dit juste avant, par rapport aux questions qui ont été posées, nous apprenons aux étudiants à travailler, en fait, en définitive. C'est-à-dire que nous sommes orientés pédagogie par projet. C'est-à-dire que nos étudiants ont des projets à gérer en groupe, qui vont de 2-3 personnes à 5-6 personnes, quelques projets examens individuels, mais la grosse partie de la pédagogie, à 80%, c'est des projets en contrôle continu. Ces projets ne sont pas réalisés par des gens qui sont des enseignants, mais par des intervenants professionnels en poste, en entreprise. Pour vous donner, encore une fois, je me répète, la partie compétences métiers. Et ce sont ces intervenants qui vous font les cours, qui évaluent les projets, qui créent les sujets de projet, qui font les soutenances et qui corrigent les rapports. Alors évidemment, il y a une partie de l'équipe pédagogique qui fait aussi quelques projets pour surtout tout ce qui est orientation professionnelle, mais la très grande majorité, ce sont des intervenants externes. Voilà. 3 niveaux de formation plus le niveau intensif dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a un niveau bachelor accessible à partir de Bac+2. Alors, sachant que n'attendez pas d'avoir validé votre Bac+2 pour commencer le processus de réflexion ou de candidature, puisqu'il faut que vous ayez, surtout cette année où tout est un peu décalé, validé votre Bac+2 à l'entrée de la formation en bachelor. Donc, même pour ceux pour qui les examens ont été décalés un petit peu en juillet ou en septembre, ne perdez pas de temps. Idem pour le M1, MBA 1 qui est accessible à partir de Bac+3, M2 à Bac+4 ou 5 et l'intensif plutôt pour des Bac+5 à 8 avec expérience professionnelle. Chaque niveau fait l'objet d'un stage. Pourquoi? Parce que le stage est aussi finalement l'adaptation et l'application de ce que vous avez appris à l'école en entreprise. C'est important. Le stage, le niveau de qualification du stage dépend du niveau. Plus vous montez, plus vous êtes autonome, sachant que l'alternance est possible également sur les plus hauts niveaux de formation. Et juste sans trop rentrer dans le détail, chaque année est organisée de telle manière à ce que vous ayez 3 jours de cours avec les intervenants et 2 jours dédiés à la réalisation de projets ou à la partie entreprise, c'est-à-dire le stage ou l'alternance. Encore une question à ce... Alors justement, concernant le taux d'insertion professionnelle des diplômés, qui est la finalité du diplôme bien entendu, une question de Maude. Quel est le taux d'insertion des diplômés après la formation? Alors, vous verrez, c'est assez bien documenté sur le site, mais globalement, à 6 mois, on est à 95% d'insertion professionnelle en poste.
sur les secteurs qui correspondent à ce que l'étudiant recherchait. Voilà. Et alors, j'enchaîne avec une question de Siam. Quelle aide fournissez-vous à la recherche de notre premier emploi? Ah bah alors en général, le premier emploi, c'est pas ce qui est plus compliqué, parce que ce qui se passe, c'est que souvent vous avez un stage de fin d'études ou une alternance de fin d'études qui va déboucher sur un contrat, soit dans l'entreprise qui vous a pris en stage ou en alternance, soit dans une entreprise partenaire, soit éventuellement dans le secteur dans le même secteur d'activité. On a aussi, pour être complètement honnête, quand même une association alumni, c'est ce qu'on appelle l'alumni dans les écoles, c'est l'association des anciens, qui nous fournissent des offres de poste. On a un groupe LinkedIn aussi, LinkedIn, certains disent l'un ou l'autre, qui diffuse des offres de poste. En général, c'est pas difficile. C'est vrai que la question se pose en ce moment avec le contexte. C'est sûr qu'on n'a pas le recul pour savoir quelles seront les conséquences réelles, en tout cas à court terme. Voilà, beaucoup de choses sont relayées par les médias. Là où on a quelque part de la chance dans ce contexte, c'est qu'on est quand même sur des secteurs qui sont quand même moins touchés que d'autres. Quand on parle de biotechnologie santé, évidemment, vous avez bien compris que notre président d'ailleurs a précisé qu'il allait réintégrer une partie de la production en Europe, des médicaments et des molécules actives. L'énergie, vous avez bien compris également que ça fait partie de la transition énergétique des axes prioritaires de développement et de mutation, et digital et informatique. On travaillait tous en télétravail, où vous avez eu peut-être de la continuité pédagogique à distance aussi avec vos établissements. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Et je comprends que vous posiez la question parce que c'est beaucoup relayé dans les médias actuellement. Alors, on voit que ce sujet de l'insertion professionnelle suscite énormément de questions. Voici la suivante, qui est cette fois-ci anonyme. Les étudiants de UNIS-STM intègrent-ils de grandes entreprises en stage ou pour un emploi? Et si oui, lesquelles? Merci. Alors, on intègre nos étudiants, mais je ne sais pas si je peux, j'ai des diapos qui l'illustrent, mais je ne vais pas détailler plus que ça. En gros, oui, on va de la petite start-up jusqu'aux grandes entreprises. La majeure partie de nos étudiants s'orientent plutôt quand même vers les entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, ou les plus grosses structures. Donc, ça va être des gros laboratoires pharmaceutiques, des sociétés d'énergie qu'on connaît tous, ou des cabinets de conseil, voilà, ou des structures informatiques. Je vous en détaillerai rapidement le point. Voilà. Anaëlle nous demande maintenant, auriez-vous des coordonnées à nous transmettre afin de vous contacter pour davantage de renseignements? Alors, bien sûr, je pense que peut-être Julie peut mettre un petit mot éventuellement sur le chat, parce que ce sera plus facile à l'écrit. Sinon, nous sommes sur comme je vous disais, nous avons un stand sur le salon digital de l'étudiant, là, actuel, jusqu'à samedi. Mais Julie va vous mettre les coordonnées. Je pense que tout le monde va. Donc, quel métier je passe? Encore une question? Non? Pour l'instant? Bon, on enchaîne. Ouais. Alors, 4 filières, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais passer super rapidement, je ne suis même pas sûre que ça vu le temps qui nous reste, que vous avez beaucoup de questions. La filière digitale, donc juste pour vous expliquer quelque chose, c'est que nous sommes vraiment dans l'ère de la transformation digitale et transformation numérique. Donc, les métiers que beaucoup pensent informatiques dans le digital ne sont pas si techniques que ça, parce que vous êtes à l'interface entre la partie technique et la partie métier. Et vous avez des métiers où vous analysez le besoin, un peu comme un architecte pour une maison, où vous êtes à l'interface entre les profils, les besoins de la personne qui doit construire sa maison et l'électricien, le plombier, le peintre. Alors ça dévalorise un peu ce que je dis, mais c'est juste pour que, comme je sais qu'il y a des personnes un petit peu plus jeunes dans l'assistance, comprennent bien l'intérêt de cette interface entre la partie technique et la partie métier. Les secteurs, je vais passer rapidement. Pourquoi? Parce que comme ça, si vous voulez faire des pauses sur le PowerPoint, voilà. Donc, dans les secteurs des entreprises de services numériques, vous connaissez peut-être, par exemple, Alten, Altran, Soprasteria. Des cabinets de conseil, comme Accenture, Capgemini, KPMG, Deloitte. Des éditeurs de logiciels, SAP est très connu, c'est un logiciel qui est intégré dans la quasi-totalité des multinationales maintenant. La filière biotechnologie, nous sommes principalement axés santé, avec tous les sous-secteurs que ça sous-entend. Ce n'est pas que les médicaments, la santé, il y a aussi les dispositifs médicaux, la partie digitale, la dermocosmétique et l'agroalimentaire.
Ensuite, du coup, je vais un peu vite, ça lag. Les départements vers lesquels on positionne nos étudiants, donc qui ne sont pas la recherche, hein, qui sont tous les métiers en aval de la recherche, donc tout ce qui est développement, c'est-à-dire test avant mise sur le marché, la production avec les métiers de la qualité, le marketing communication et la partie digitale, système d'information. Voilà. Je ne sais pas, Julie, je vais peut-être un peu vite, mais c'est peut-être pour que tout le monde puisse après pouvoir aller sur la slide qui les intéresse. Donc les métiers, chef de projet, oui, mais lequel? C'est pour répondre à la question d'ailleurs de la personne qui m'avait dit je suis en licence de bio et je vais être chef de projet sans ayant fait de management. Vous pouvez aller vers tous ces métiers-là qui vont de la clinique jusqu'au métier de la qualité, au métier du marketing, chef de produit étant un des métiers les plus classiques de nos sorties de formation. Vous êtes à l'interface entre le marketing produit et le produit technologique que vous vendez, qui est un médicament ou qui est forcément technologique actuellement. Encore une question? Alors, nous avons une question, effectivement, anonyme. Avec une formation chez Ionis STM, est-il possible d'intégrer des entreprises dans le secteur du luxe? Alors, le luxe, ça dépend ce que vous entendez par secteur du luxe. Nous, on travaille avec des sociétés, ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, c'est la dermocosmétique. C'est-à-dire des marques de cosmétiques, alors j'en ai peut-être mis quelques-unes ici d'ailleurs, des marques de cosmétiques comme Estée Lauder qui font du soin très spécifique dermatologique. Donc on ne va pas faire du cosmétique au sens mass market, c'est-à-dire grande surface et grand public. On sera plus sur des produits de soins développés par des laboratoires pharmaceutiques ou des sociétés spécialisées. D'autres questions? Alors, une question justement sur nos professeurs, notre corps professoral. Jérôme nous demande quelle est la formation de nos professeurs. Alors, il n'y a pas... oui, alors du coup, ce jeune homme n'a peut-être pas eu le temps de voir le début de la conférence. Je disais qu'en fait, on n'a pas réellement d'enseignants, hein, puisque même on n'a pas d'enseignants, on travaille avec des intervenants professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec des personnes qui sont eux-mêmes responsables en entreprise. Donc, ça va être des chefs de produits, justement, des chefs de projet sur un secteur particulier, des responsables qualité, des experts financiers, des avocats pour la partie réglementaire et droit. Donc, ce ne sont pas des enseignants, ce sont des intervenants professionnels, d'où l'intérêt, parce qu'ils transmettent leurs compétences. Alors, je continue rapidement, je suis navrée, c'est vrai qu'il y a tellement de questions que du coup, on n'arrive pas à tenir la diaporama. Donc, la filière énergie. Quel secteur recrute? Donc la partie bureau d'études est plutôt orientée R&D, mais peut être accessible. Sinon, on est sur les métiers de la commercialisation, de l'exploitation maintenance, du réglementaire, du montage. Alors pas au sens ingénierie et dimensionnement, mais plus au sens coordination justement des grosses installations industrielles. Je passe sur le mix énergétique. Alors, si quelque chose d'important pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés par la filière énergie, on a tendance à aller principalement vers les énergies renouvelables parce qu'on entend beaucoup parler de ça dans les médias. C'est pas forcément la filière où il y a le plus d'embauches en sortie. Hein. Il faut vous dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui font que dans la filière énergétique, vous avez des filières historiques, fossiles, nucléaires et autres, qui sont dans la gestion des déchets, l'optimisation de la gestion de leur propre production et pas forcément dans du tout solaire ou du tout éolien. Faites attention à ce piège de la filière énergétique parce qu'on voit beaucoup de candidats qui nous disent je vais faire du renouvelable et c'est pas forcément, il y a beaucoup de choses aussi qui se font dans le stockage, dans l'efficacité énergétique, dans l'optimisation des systèmes. L'idée c'est pas d'aller uniquement faire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Voilà. Les métiers, Donc les métiers, soit sont plus techniques dans l'ingénierie, soit sont un peu plus digitaux aussi, puisque dans l'énergie, il y a beaucoup de choses sur la transformation digitale, dans l'optimisation des systèmes et dans la partie marketing. Quelques entreprises avec lesquelles on travaille, donc évidemment Veolia, Vinci, EDF, Engie. Alors Engie, ils ont plein de choses. Il y a Engie Solar, Engie Green, Engie Cofeli qui fait de l'efficacité énergétique. Eiffage, avec qui on travaille beaucoup, qui fait du bâtiment, parce que ça fait partie des sorties de formation principales. D'autres questions avant que je passe rapidement? Non, sur la fin. Donc, juste pour vous donner, nous sommes donc certifiés RNCP, parce que c'est aussi une question qu'on nous pose. Niveau 1 et titre
français, c'est-à-dire un bac plus 5, c'est le plus haut niveau de certification, et niveau 7, qui équivaut aussi à un bac plus 5, mais sur le référentiel européen. Voilà. Nous sommes sur une formation de type MBA, Master of Business Administration. En partenariat avec 4 des écoles du groupe Ionis, l'ISG pour la partie managériale, l'EPITA, Subbiotech et le SME. En dessous, vous avez les disciplines avec lesquelles nous sommes en collaboration. Et dernière diapositive, parce que je crois qu'on a dépassé quasiment le temps, donc on a évidemment des accompagnements au stage, et vous voyez que nos stages sont rémunérés sur les taux mensuels qui sont indiqués ici. Plus vous montez en qualification, évidemment, plus le stage est rémunéré, c'est assez logique. Voilà, et on aide nos étudiants évidemment à l'insertion, également en stage. Alors, nous avons 2 questions sur ce sujet. Justement, une question de Liane qui demande comment faire si on ne trouve pas de stage. Alors, jusqu'à présent, ça ne s'était pas produit. Le stage n'était même pas une question en soi. C'est vrai que c'est pareil, ça fait partie des choses que les étudiants posent quand ils arrivent chez nous. C'est pas un souci. Pourquoi? Parce que bon, on a un forum entreprise, on a des intervenants professionnels, on a des anciens. On fait un job dating, on envoie des CV beaucoup aux entreprises, on fait rencontrer les étudiants et s'entraîner avec des cabinets de recrutement. Vous voyez ici, pour des simulations d'entretien, des CV, des lettres de motivation, ils n'ont pas toujours le temps et surtout, ils n'ont pas l'expertise pour parfois faire des CV correctement et on les accompagne. Donc, ce n'est pas un sujet en soi. C'est vrai que le contexte se pose aussi actuellement, mais au dernier relevé, on a eu de la chance, encore une fois, probablement pour les raisons pour lesquelles je vous disais qu'on est sur des secteurs qui sont moins touchés. On n'a pas tellement de retard cette année, surtout pas sur les derniers niveaux de formation. On espère que ça va rester comme ça. Et alors justement, nous parlons d'actualité. Une question d'Olivier, qui sera la dernière question. Si jamais nous sommes reconfinés à la rentrée, comment se passeront les cours ? Ah oui, ça c'est oui, on part un peu dans ça, c'est sûr que l'inconnu de la rentrée se pose à tout niveau. Alors là-dessus, on n'a pas trop de crainte. Pourquoi? Parce qu'on a digitalisé du jour au lendemain tous nos enseignements. Déjà d'une part au moment de la grève de décembre, parce qu'on était en Île-de-France, en effet c'était compliqué pour les transports, donc on a digitalisé une très grosse partie de nos enseignements. En faisant du mixte en décembre, ceux qui pouvaient venir venaient en cours et ceux qui étaient coincés chez eux étaient à distance. Et à partir du 17 mars, on a digitalisé la totalité de nos enseignements. Donc les intervenants, on est resté sur le même calendrier globalement. Les intervenants ont été formés quand ils ne connaissaient pas à des outils à Teams, pour ne pas le citer, puisqu'on est sur Teams aussi aujourd'hui, ont été formés à Teams, étaient présents au créneau prévu, et les étudiants avaient leur planning et suivaient en direct l'intervenant qui faisait son cours comme s'il était chez nous. Donc, a priori, on est prêt pour la rentrée. Les étudiants faisaient également leur soutenance de projet avec les intervenants en face. C'est un petit peu de logistique d'un point de vue organisationnel pour nous, mais on est tout à fait capable de le faire puisqu'on l'a fait voilà, en flux tendu au départ mi-mars. Et ça s'est bien passé, tout s'est terminé dans les temps. Voilà, écoutez, on a fait vraiment vite. J'aurais peut-être pas dû préparer autant de diapos, mais j'espère que voilà, on vous a donné. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la double compétence vous donne vraiment un atout pour vous intégrer et démarrer rapidement en entreprise, en particulier pour ceux qui souhaiteraient se réorienter ou compléter leur formation initiale. Voilà.